Et nous retrouvons Manon qui est avec nous et qui, avoue, a pris beaucoup de risques à une certaine période de sa vie. Bonjour Manon. Bonjour Manon, vous nous entendez? J'ai l'impression qu'on a un petit souci avec Manon. Oui, Manon voulait revenir justement sans doute sur la période du sida et c'est vrai qu'il faut bien le dire, durant cette période, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris des risques avec plus ou moins de chance, bien sûr, mais ça n'a évidemment rien à voir avec la période de la Covid, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque c'était des risques, j'allais dire, individuels, tandis que actuellement on prend des risques qui pourrait toucher le collectif, et c'est en ça évidemment que on peut comprendre, hein, je dis pas qu'on peut être d'accord ou pas, mais on peut comprendre qu'il y ait certaines directives. Manon, ça y est, vous êtes avec nous? Oui, bonjour Brigitte, vous m'entendez cette fois-ci? Oui, cette fois-ci on vous entend. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous aimez prendre des risques ou vous avez aimé? Alors, c'est pas que j'ai aimé prendre des risques au sens de prendre du plaisir. J'ai pris des risques pour me donner une raison de vivre en fait. C'est-à-dire que j'étais dans telle difficulté émotionnelle que prendre des risques, je me disais au moins tu auras peut-être envie de t'accrocher à la vie. Vous voyez, c'est pas du tout le même comme quand on veut juste jouer avec l'idée du risque, mais en tenant à la vie. Moi, c'était presque si j'y reste presque, tant mieux. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus oui, j'entends. Une façon de tester finalement votre destin. Voilà, mon désir de vie. Voilà. Voir si j'avais vraiment envie de vivre et essayer de m'y accrocher. Et le problème, c'est que ça a parfois été comme un circuit sans fin, enfin, une boucle. Comme une boucle. Donc ça a pu prendre effectivement une sexualité non protégée avec un partenaire qui lui avait de multiples relations. Ça a pu être des conduites très dangereuses en voiture, mais uniquement quand j'étais seule, parce qu'à chaque fois j'ai la conscience de ne pas mettre les autres en danger. C'est vraiment que ma vie à moi en fait. Oui, enfin sauf qu'en voiture vous mettez quand même un petit peu les autres en danger. Même si vous êtes seul dans votre voiture, vous avez les autres voitures. Oui, tout dépend les routes que vous prenez. Enfin, c'est pas, vous voyez, c'est pas une route où il y a du passage. Ça va être vraiment quand on est dans certaines régions, vous avez facilement des routes isolées. Vous êtes la seule à passer pendant 2 heures. Hein. Oui, d'accord, bien sûr. Et donc vous avez aujourd'hui analysé, j'imagine, pourquoi vous aviez cette conduite-là. Je l'ai analysé, mais j'ai encore des difficultés avec ça. C'est-à-dire que je l'ai analysé, c'est de ne pas avoir eu le sentiment d'avoir une place et d'être aimée dans ma famille. Et de fait, peut-être que derrière tout ça, j'ai espéré une réaction. Mais c'était jamais les bonnes réactions qui arrivaient. Voilà, c'était plutôt des crises, des punitions. Enfin, quand j'entends punition, c'était très, on va dire, c'est de la pédagogie noire, comme disait Alice Miller, parce qu'après, forcément, on rentre dans un système de compréhension qui fait qu'on s'intéresse beaucoup de choses, qu'on découvre énormément. Alors, il y avait ça, je pense, une nécessité de faire réagir mes parents. Et puis le vous fait aviez envie. Est-ce qu'on pourrait dire que vous aviez envie de vous rendre compte qu'ils tiennent à vous? Absolument. Je pense que c'était ça le moteur initial. Mais dans la mesure où ça n'a jamais été la réponse que j'ai obtenue, je suis allée toujours plus loin et ça n'a jamais été la réponse obtenue. Jusqu'à ce qu'un jour, je finisse par me dire, mais en fait, demain, tu n'es plus là, il n'y a personne qui s'en aperçoit. Et donc, pour s'accrocher à la vie, dans ces moments-là, c'est les mains contre une paroi lisse. Hein. Oui. Voilà. Là, j'arrive à en rire, mais... Oui, mais il est important votre témoignage, Manon, parce que ça parle certainement à beaucoup de gens. Philippe Hoffman, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est émouvant hein, ce que vous dites, Manon, hein. Parce que effectivement, lorsqu'on a une fragilité qui date de l'enfance, hein, qu'on n'a pas été suffisamment aimé, porté, ou tout simplement
on nous a pas fait assez confiance dès les premiers instants de la vie, on garde une fragilité en soi. Et on garde toujours effectivement ce désir un peu insatisfait que nous on appelle une sorte de désir abandonnique, hein, où il faut absolument prouver qu'on existe par n'importe quel moyen. Et comme ça, l'autre va prendre soin de soi. C'est ce qui pousse, par exemple, certaines jeunes filles à faire des tentatives de suicide parfois pour exister davantage, pour dire j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie que vous me regardiez autrement. Je veux pas. C'est pas forcément un désir de mourir, comme vous dites, c'est plutôt un désir de vivre autrement, hein, et d'être vu autrement, et en particulier par nos proches. Mais souvent, c'est comme ça qu'on évolue quand on devient adulte. On sait très bien qu'on peut pas, que ce n'est qu'un fantasme. On peut pas changer ses parents, on peut pas vouloir qu'ils s'intéressent davantage à notre intimité, à nous-mêmes, même si on devient très célèbre. Hein, vous voyez, bon, par exemple, on a l'exemple un peu caricatural de Johnny et son père, hein, qui a été malmené par son père, qui a toujours essayé d'être reconnu par lui, même en étant très très célèbre et adulé par des millions de personnes. Eh bien, son père l'a toujours plus ou moins rejeté. Et donc, c'est une histoire, c'est des histoires de stars, mais ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que on ne va pas changer nos parents, même si lorsqu'on est adolescent, on a tous ce fantasme-là, mais ça n'est qu'un fantasme, qui est assez classique. Et puis, parfois, on va en rajouter pour se dire, bon, ben voilà, s'il m'arrive un accident, en gros, ils auront peut-être de la compassion, une attitude différente, de l'attention, comme ils n'en ont jamais eu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir être attentif à soi-même et prendre soin de soi. C'est pas facile, mais avec le temps, on peut y arriver. Justement, Manon, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu prendre soin de vous? Alors, de devenir moi-même mère, donc de reporter, de m'accrocher. Enfin, oui, c'est le mot. On s'accroche finalement à ses enfants mais j'ai eu une immense chance dans tout ça, c'est de pas d'avoir la conscience. C'est toujours le souvenir, à l'inverse du premier témoignage où le papa disait, on se rappelle pas toujours de quel. Moi, j'ai jamais oublié quelles avaient été mes turbulences et mes grands moments à vide de mon enfance et de mon adolescence. Et de fait, j'ai pu accompagner comme ça mes filles et éviter certainement certains chemins que moi j'avais pris qu'elles n'ont pas pris ainsi. Donc il y a de ça. Et puis je suis encore quand même parfois j'ai des sursauts de ce besoin de reconnaissance, de me sentir exister. Le problème, c'est que c'est toujours en décalage, parce que quand on approche de la cinquantaine et que en plus ça va se prendre dans la forme du travail, de l'amitié ou autre, les gens ne peuvent pas le comprendre. Et je comprends que les autres ne puissent pas comprendre mes réactions. Et pour autant, je tombe rapidement dans des... Et ça, c'est un cercle duquel j'ai du mal à m'extraire, malgré tout le travail, malgré énormément de... Alors, il y a peut-être... Il y a peut-être une piste qui me paraît intéressante. On va vous la donner, Manon. Restez avec nous et on va en parler juste après les infos, parce que je pense qu'il y a quand même une piste qui est intéressante à prendre. La petite devinette. Quel est l'animal? C'est exprès pour vous, hein, Philippe Hoffmann. Quel est l'animal qui change de sexe en moins d'une seconde? Je vous laisse le temps des infos pour me donner la réponse. Toujours en compagnie de Philippe Hoffmann, durant cette deuxième heure, on va continuer à expliquer pourquoi on prend des risques, et je vous invite évidemment à témoigner au 0826 300 300. Manon est toujours avec nous, on va revenir avec elle dans un instant, mais je veux d'abord la réponse à ma devinette. Vous nous avez pendant quelques mois parlé de la sexualité des animaux, donc vous pourriez répondre. Quel est l'animal qui change de sexe en moins d'une seconde? Alors, en moins d'une seconde, je crois que je vais vous répondre parce que je crois que j'ai deviné, mais vous savez très bien qu'il y a des animaux qui changent de sexe. Hein, je vous avais expliqué ça, le poisson clown, le fameux Nemo, par exemple. Hein. Mais il met beaucoup plus qu'une seconde, des fois il met quelques jours. Bon, par contre, à mon avis, celui qui change de sexe au sens réel du terme, c'est-à-dire qui va d'un sexe à un autre lors d'un rapport intime, ça ne peut être que le morpion, n'est-ce pas? Absolument, bravo, c'est une bonne réponse. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau, Philippe Hoffmann. Bon, cela dit, il est
est en voie de disparition avec les pubis rasés. Hein. Il faudrait, je ne sais pas ce que font les animalistes. Il faudrait réhabiliter le morpion. Bah oui, enfin franchement, hein, il est en voie de disparition depuis quelques années. Manon, vous êtes avec nous. Je vous remercie de votre témoignage parce que je le disais en introduction, quand on a eu une enfance un peu massacrée, ce qui semble être votre cas, on est à même à prendre plus de risques que les autres et des risques parfois qui nous mettent vraiment en danger. Donc on l'entend dans votre témoignage et on a bien compris que c'était une manière, en tout cas pour vous, de vous faire remarquer enfin par vos parents et peut-être de vous faire protéger. Je crois que à un moment donné, quand vous donnez naissance à votre fils, ça donne du sens à votre vie. Et on sait que donner du sens à sa vie, c'est une manière aussi de se sentir exister. Et puis, après, vos filles, pardon, puisque je crois que vous en avez eu plusieurs, ont grandi et elles sont maintenant en train de voler de leurs propres ailes. Et vous vous retrouvez peut-être à nouveau en manque de sens. Et je crois qu'il y a deux choses après la cinquantaine qui permet de redonner du sens à sa vie. C'est soit la créativité, c'est-à-dire créer, parce que la créativité, ça apporte de la joie, quelle que soit la créativité, hein, ça peut être un art comme la musique ou par exemple chanter dans une chorale, mais ça peut être aussi le jardinage, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on oui, bien sûr, absolument. C'est quelque chose qu'on fait pour soi et qui apporte de la satisfaction, de la joie. Et pendant qu'on est dans cette créativité, on est avec soi. Et si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe et qui permet de nourrir son sentiment d'exister. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis la deuxième piste, Manon, c'est de transmettre. C'est-à-dire que si vous, par exemple, beaucoup de personnes qui vont transmettre ce qu'elles ont découvert, ce qu'elles ont appris, et vous avez forcément à transmettre le chemin de vie que vous avez eu, c'est-à-dire que vous partez d'une adolescence avec prise de risque, et puis vous avez certainement su dépasser ça. Donc c'est quelque chose que vous pouvez transmettre auprès justement d'adolescents qui sont en difficulté ou dans des groupes de parole. Moi, je crois que c'est ces deux pistes-là qui peuvent peut-être vous donner un sentiment à nouveau d'exister. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, l'art a toujours fait partie de mon chemin de vie. Voilà. C'est d'ailleurs tout à l'heure quand vous m'aviez demandé, c'est sans doute ce qui a fait qu'à certains moments, j'ai pas sombré totalement par la musique, par la peinture, par l'amour de la danse. Enfin voilà, j'avais heureusement ce volet-là, un amour infini aussi de la nature et très jeune, une capacité de contemplation devant ne serait-ce qu'une libellule ou enfin bon ce genre de comportement que bien d'autres ont aussi. Et le volet de la transmission, je suis investie depuis de nombreuses années dans des associations parce que je sens bien que c'est un point d'équilibre pour moi. Mais malgré tout ce travail, il m'arrive encore j'ai l'impression que je m'interdis le bonheur en fait. Je sabote dès que la dernière. Oui, je crois qu'on a à nouveau perdu Manon, me semble. Je crois qu'on a à nouveau perdu Manon. Oui. Alors là, ce qu'on peut dire, je crois qu'on l'a perdu, mais Benoît va essayer de nous la retrouver, Philippe Hoffmann. Ce qu'on peut dire là, c'est qu'il y a évidemment un fond de tristesse, de mélancolie qui est dû évidemment à son passé. Hein. On sait que la tristesse qui reste comme ça, présente, prégnante, quoi qu'on fasse, c'est souvent les séquelles d'un passé. Hein. Oui, alors, il y a certainement ça, on se connaît pas, mais avec Manon, mais il y a aussi une autre chose qu'il faut souligner, vous l'avez bien souligné, c'est que arrivé à la cinquantaine, là, enfin, au milieu de la vie, on va dire, comme on dit, middle age, on voit les enfants grandir, on voit les choses changer, on se voit changer aussi, vieillir, etc., où il y a des prémices, même si on est encore très en forme, et on a une espèce de dépression un peu légitime à cet âge-là, qui est une forme d'angoisse de séparation, d'abandon. Il va falloir laisser des choses derrière soi et puis en découvrir d'autres nouvelles. Alors vous avez raison, la créativité, ça peut aider à tenir et même à découvrir des choses.
Mais on pourrait presque se dire qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui font des crises de milieu de vie comme ça, qui ont des sortes de crises d'adolescence tardive, où d'un seul coup, ils veulent vivre des choses qu'ils n'ont pas jamais vécues, ils veulent passer à l'acte, comme s'il ne fallait pas ressentir cette angoisse de séparation ou d'abandon, cette petite période dépressive, et alors que ça résout pas les choses, puisque si on passe à l'acte, et ben après, en général, c'est très destructeur. Hein, alors bon, on le voyait beaucoup auparavant avec les hommes qui partaient avec des jeunes femmes et qui refaisaient une vie, qui recomposaient leur existence. Mais on sait très bien que même ces hommes-là, aujourd'hui, surtout s'ils refont des enfants, après c'est compliqué avec leurs propres enfants du premier lit. Enfin, c'est jamais simple d'avoir cette espèce d'illusion comme ça où on va dépasser cette angoisse de séparation pour passer à l'acte et se réaliser comme si on avait encore 16 ou 18 ans, quoi. Bien sûr, mais Manon, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, j'ai l'impression que j'ai pas droit au bonheur. Mais qu'est-ce qui vous rendrait heureuse au fond? Est-ce que vous le savez? Déjà, justement ces soubresauts de mes émotions, qui au lieu de me satisfaire, de me réjouir quand j'ai quelque chose de beau qui m'arrive, j'ai le don de créer des situations derrière pour saboter tout ça. Et voilà, donc j'essaie de travailler sur ça. Hein. Je travaille, c'est pas que j'essaie, je travaille, mais c'est pas Bien forcément le plus aisé. Après, j'entendais Monsieur Hoffman dans ce qu'il disait, cette crise de milieu de vie. Moi, la crise de milieu de vie, je l'ai forcément ressentie décuplée parce que je n'ai pas pu du tout vivre de jeunesse. Tout était interdit, tout était... le confinement, en fait, quand il est arrivé, les gens ont découvert ce que c'était l'absence de liberté. Moi, j'ai juste eu l'impression de reprendre une habitude que je connaissais depuis fort longtemps. Et comme je suis dans une fratrie où nous sommes nombreux, tous nous avons eu ce même sentiment. Bah tiens, nous on le connaît déjà. Finalement, c'est du déjà vu. Donc, vous voyez, c'est cette jeunesse-là que j'ai eue. Et quand j'entendais la crise de milieu de vie, moi est venu se caler dessus, non pas un désir d'aller voir ailleurs, mais la maladie. Et c'est une autre façon de faire sa crise de milieu de vie. Et au bout du compte, ça a fait éclater quand même mon mariage. Et c'est pas parce que quelqu'un est venu au milieu. Il y a eu un tiers, mais ce tiers-là fut la maladie. Voilà. Et donc c'est vrai que là, j'entendais cette idée de sortir finalement d'une forme de fusion originelle un petit peu, qu'on n'aurait pas du tout faite au bon moment et qui viendrait se rappeler à nous des années après. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu, en tout cas, me parle en fait. Voilà, de me dire peut-être que c'est ces problèmes-là que tu n'avais pas réglés et que tu es en train de régler. Voilà. Mais de toute façon, Manon, je crois que c'est la première leçon de vie qu'on devrait pourtant apprendre au sortir de l'adolescence. C'est que la personne la plus importante pour nous, c'est nous. Et si on n'est pas bien avec soi, on sera pas bien toute sa vie. Oui, mais ce que vous dites est tellement important et j'aimerais le dire. Alors, j'accompagne maintenant des adolescents dans une association, effectivement, et c'est ce que je leur dis parce que moi, j'ai grandi avec des parents qui nous disaient que la personne la plus importante, c'était eux, c'était pas soi. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait exprimer, moi j'ai pu me faire agresser à l'école et on me disait c'est ta faute, tu l'as cherché, tu es responsable si ça t'est arrivé et tu te rends compte à cause de toi, tu crées du stress à ta mère, et donc de fait l'idée qu'on puisse être la personne la plus importante de sa vie ne va pas de soi pour certains. Je sais bien. Et même si on nous le dit, c'est quelque chose, on n'arrive pas à se l'autoriser en fait. On a l'impression qu'on va faire quelque chose de pas bien, de se dire mais si, t'as le droit d'être heureuse, mais non, on n'y arrive pas. Mais qu'est-ce que vous aviez l'impression qui peut vous arriver si justement vous autorisez cette liberté d'être heureuse?
De trahir, je pense. De trahir une loyauté familiale, de trahir à l'égard de ses parents, de se dire, mais donc c'est de l'égoïsme. Si tu es heureuse et que tu arrives à être heureuse, finalement, c'est de l'égoïsme. Parce que toi, tu vas être dans un bonheur qui est... Bon, moi, j'ai plus mon père depuis de nombreuses années, mais ma mère est encore là. Et ce bonheur-là, toi, tu es dans ta joie, elle n'y est pas. Donc, et on nous a tellement répété que... Donc Manon, c'est bien la petite fille en vous qui vous empêche d'être heureuse. Totalement. C'est pas la femme que vous totalement, êtes. Totalement. Ben Donc, non, je n'arrive pas à lui demander de rester tranquille. Hein. Non, mais il faut peut-être encore la soigner. Sans doute. Oui, et puis il y a une autre chose, Manon, qu'il faut. Vous êtes maman de deux filles, c'est ça? Absolument, oui. Ouais. Bon, je pense que et vous avez réussi à changer un peu votre destinée familiale. Hein. Vous n'avez pas répété ce que vous avez vécu enfant avec vos filles. Et d'ailleurs, elles vont plutôt bien. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se raccrocher. Vous pouvez pas, vous-même, vous aurez du mal à compter que sur vous-même et vous allez être rattrapé parce que vous avez une période là de séparation un peu particulière avec vos adolescents là. Qui fait que bon, ils vous mettent à distance, mais ils vous aiment toujours, bien entendu. Mais il faut pas que vous soyez renvoyé à votre propre histoire, à votre propre douleur, hein, parce que sinon, effectivement, comme le dit Brigitte, vous allez redevenir la petite fille, vous allez régresser, quoi. Hein. Bon, là, vous avez énormément progressé, vous êtes devenu vous avez réussi à élever des filles qui ont l'air épanouies et qui sont sur le chemin de la vie. C'est là-dessus qu'il faut vous raccrocher parce que c'est ce qui est le plus essentiel pour vous. C'est ce qui a donné du sens, comme disait Brigitte, à votre vie. C'est ce qui en continue de donner du sens à votre vie. Et c'est ce qui a aussi enrayé justement ces loyautés familiales. Hein. Donc vous avez réussi à bouleverser le destin familial, à ne plus être complètement victime de ça et à ne pas faire payer ce prix-là à vos filles, ce qui arrive très souvent malheureusement parce que tout le monde est aux prises avec la répétition. Donc malheureusement vous avez eu une maladie, vous avez fait éclater votre couple, vous êtes aussi un peu triste et certainement très triste de tout ça. J'espère que vous allez bien vous en sortir et que une nouvelle conjugalité joyeuse vous sortira de là aussi. Je l'espère. En tout cas, vous avez fait un beau chemin et plutôt que de voir tout ce qui n'est pas encore fait, voyez tout ce que vous avez fait. C'est formidable. Ouais. Ça, c'est quand même sacrément positif. Et finalement, vous avez su rompre la transgénération négative de votre famille. Et ça, c'est quand même aussi formidable. Oui, alors ça, c'est sans doute, après je vous laisse, mais c'est sans doute l'acte, un des actes où j'ai fait un individu, où j'ai dit, moi, je veux que ça s'arrête avec moi. Et je me souviens le dire même au médecin de famille. Dire je veux que ça s'arrête avec moi et derrière ça sera pas pareil. Donc c'est pour ça sans doute que j'ai tenu sur certaines choses. Ouais. C'est parce que je l'ai fait de façon consciente en fait. Appuyez-vous sur cette force-là. Ce jour-là, vous avez été en relation avec votre force intérieure. Appuyez-vous sur cette force-là pour la suite. D'accord ? Repensez-y souvent à ce moment-là. Il y a quelque chose là qu'il faut travailler. Merci beaucoup Manon pour votre témoignage. Merci. Merci Manon.